Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Oui, c'est bon, docteur. On voit la... De partager l'écran. Je vais leur dire, je vais essayer de les contacter et de leur dire que c'est bon. يعطيك الصحة صحة بارك الله فيك يعطيك الصحة ميرسي صحة ميرسي بوكو اسمح لي صحة محمد بسام ريفوار بسام شوف كتب لي وسام اقول سي بون انا نقول سي قبل شوفي لي سهله وسام شو من عرفان هادو هادو جاوبوك باسكو يسمعوك داري لا هي راهم ديزاكتيفيا لي سون on voit la diapo docteur. Je sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Oui, oui, on vous écoute. Désolé pour ce contretemps. Donc, on peut commencer? Oui. Voilà. Donc, c'est la première. Est-ce que vous voyez la première diapo? Fracture de l'enfant. Fracture de l'enfant, professeur Ernema. Voilà, merci, merci. Désolé pour ce contretemps. C'est pas grave. Alors, les généralités. Alors, les fractures de l'enfant sont très fréquentes. Donc, les enfants, il ne faut pas considérer qu'un enfant, c'est un petit adulte, donc c'est-à-dire un adulte en miniature. Les garçons présentent plus de fractures que les filles, 60% contre 40% chez la fille. Alors, c'est le côté le plus atteint et le côté non dominant. La fracture la plus fréquente, c'est celle du poignet. Le coude représente, comme on le voit ici, le coude représente la localisation où donc l'indication chirurgicale est importante. Donc les fractures du coude sont souvent de traitement chirurgical. Pas toutes, mais c'est la localisation où il faut opérer. C'est-à-dire il faut faire un embrochage. Alors la diapo suivante. Alors, chez l'enfant, l'os est caractérisé par sa structure et sa résistance mécanique. L'os du petit enfant est de structure différente de celle de l'adulte, mais il est moins résistant. Une grande partie est constituée d'une maquette. Est-ce que vous voyez le pointeur quand je l'oriente vers la radio? Oui. Est-ce que vous voyez? Très bien. Donc, vous voyez le curseur sur la radio. C'est très bien. Donc, une grande partie est constituée d'une maquette cartilagineuse non visible sur une radiographie et progressivement, cette maquette cartilagineuse va s'ossifier au cours de la croissance. Alors, au sein de cette maquette cartilagineuse, il va y avoir des noyaux d'ossification. Comme on le voit ici, le noyau épitrochléen et le noyau condylien externe et le noyau de la future tête radiale. Donc, c'est ce qu'on appelle, donc ça, c'est les noyaux d'ossification. Alors, en fin de croissance, on aura une disparition de la maquette cartilagineuse et on aura, bien entendu, l'ossification définitive. Donc, au stade de départ, regardez, chez le nouveau-né, on ne voit pas de noyau d'ossification. Ensuite, durant l'enfance et l'adolescence, donc vous allez avoir des noyaux d'ossification qu'on voit ici. Ces noyaux d'ossification disparaîtront au stade adulte. Alors, chez l'enfant, ce qui caractérise l'enfant, c'est le périoste. Ce périoste, il est très épais chez l'enfant. Quand on opère un enfant, on constate, avant d'aborder l'os, que le périoste, que cette membrane qui recouvre l'os est très épaisse. Cette membrane, elle a plusieurs rôles dans la croissance en épaisseur de l'os. Donc, le périoste, il participe à la croissance en épaisseur de l'os. Et le cartilage de conjugaison, le cartilage conjugal, quant à lui, il participe à la croissance en longueur. Ce périoste, il a également un rôle dans la vascularisation de l'os. Donc, quand il y a une fracture et qu'elle soit traitée orthopédiquement ou chirurgicalement, ce périoste,
il va participer activement au phénomène de consolidation en apportant, en apportant une vascularisation qui est importante. Alors, ce périoste, il est présent d'un cartilage de conjugaison à un autre. Donc, il recouvre donc, la diaphyse, la métaphyse et l'épiphyse. Et lors d'une fracture, il n'est pas rompu chez l'enfant. Souvent, donc ce périoste, il n'est pas rompu totalement. Sa rupture est partielle. Et ce périoste qui n'est pas rompu va faciliter la réduction et la stabilisation du foyer de fracture. Donc, on aura des fractures qui ne seront pas instables grâce au rôle joué par le périoste. Alors, ce périoste, il va donner en 2 à 3 semaines un cal périosté. Alors, on voit bien ici le cal. Regardez, ça, c'est un cal. Une fracture, ça, c'est une fracture de la diaphyse humérale. C'est une fracture chez un nouveau-né. Et formation d'un cal. Et ce cal, il va se remodeler. Donc, il y a ce qu'on appelle, on anticipe un peu, chez l'enfant, il y a un phénomène de remodelage, c'est-à-dire que quand il y a un cal, il va y avoir des ostéoclastes, des cellules osseuses qui vont détruire le mauvais cal et qui vont rétablir l'anatomie de la diaphyse fracturée. C'est ce qu'on appelle le remodelage. C'est-à-dire c'est la reconstruction anormale de l'os qui présente un cal inesthétique, un cal qui n'est pas anatomique. Donc, ce périoste, il permet le remodelage en effaçant les imperfections de la réduction grâce aux ostéoclastes qui vont agir au niveau de la convexité. La convexité, c'est là où c'est le sommet de la déformation. C'est convexité. Convexe veut dire c'est la partie qui est bombée. Et concave, c'est la partie qui est creuse. Alors, les particularités chez l'enfant, là, ça c'est une illustration prise alors il y a un livre de Ben Sahel, c'est un livre de traumatologie infantile qui illustre le niveau lésionnel des fractures au membre inférieur en fonction de l'âge. On aura plusieurs types de fractures. Regardez, le pare-choc, la hauteur du pare-choc, elle va déterminer plusieurs lésions. Alors, quand il s'agit d'un nouveau-né, ça sera un écrasement par contact direct avec la roue automobile. Quand il s'agit d'un enfant, on aura une fracture du bassin ou bien de la hanche. Et quand il s'agit d'un adolescent, on aura une fracture de la diaphyse fémorale et à l'âge adulte, on aura un traumatisme fermé ou ouvert au niveau du genou. Donc l'âge va déterminer le niveau de fracture par pare-choc. Il n'y a pas de complications thromboemboliques. Chez un enfant, on n'est pas obligé de donner des anticoagulants suite à une fracture d'un segment du membre inférieur. Chez l'enfant, il n'y a pas de raideur après immobilisation. Chez l'adulte, quand vous immobilisez une entorse ou bien une fracture traitée orthopédiquement ou bien chirurgicalement, donc vous êtes dans l'obligation de donner une prescription pour la rééducation fonctionnelle. Chez l'enfant, ce n'est pas identique, ce n'est pas pareil. Il faut, chez l'enfant, il va s'auto-rééduquer, il va se rééduquer de lui-même. Alors, les séquelles chez l'enfant sont souvent tardives. On va le voir tout à l'heure. Les séquelles, c'est surtout du point de vue croissance. Donc, on aura soit des cals vicieux, soit des raccourcissements ou bien des allongements de membres. Donc, c'est des séquelles qui sont tardives. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez m'interrompre. Alors, on va voir les différents types de fractures. Alors, d'abord,
concernant le chapitre fracture, il y a les déformations plastiques, premièrement. Deuxièmement, c'est les fractures en mode de beurre. Troisièmement, c'est les fractures en bois vert. Et ensuite, les fractures en cheveux d'ange et les fractures complètes. D'abord, les fractures à déformation plastique. Donc voilà, ça, c'est une déformation plastique. Donc, il y a des contraintes longitudinales qui vont entraîner une déformation plastique avec ça, c'est une convexité et la partie opposée qui est creuse est dite concave. Alors, la fracture en mode de beurre, c'est une fracture tassement. C'est comme si vous laissez tomber donc un morceau de beurre par terre, il va se tasser. C'est ce qu'on appelle les fractures tassement en mode de beurre sans rupture des corticales. La fracture en bois vert, c'est une fracture avec rupture d'une seule corticale, la corticale opposée étant intacte par l'intégrité du périoste. Maintenant, la fracture complète, c'est ça une fracture complète avec rupture des deux corticales. Et là, elle est peu déplacée. Donc, il y a une translation du fragment distal par rapport au proximal. Alors, la déformation plastique, on va aller voir une par une ces différents types de fractures. La déformation plastique, donc, il y a des contraintes, il y a des pressions longitudinales en compression, et ça va donner cette déformation plastique. Et l'os va conserver une incurvation pathologique. Donc, cette déformation pathologique peut entraîner au niveau de l'avant-bras une déformation, plutôt une limitation de la pronosupination. Alors, la déformation plastique, une illustration de la déformation plastique. Donc, elle est donc visible sur cette incidence, sur cette incidence de 3/4. Alors, la fracture en mode de beurre, donc elle siège toujours au niveau de la métaphyse, c'est-à-dire à la jonction entre la diaphyse et l'épiphyse. Donc, ça, c'est une fracture en mode de beurre, c'est une fracture tassement. Le traitement est toujours orthopédique. Maintenant, si vous voyez que le tassement est très important, vous pouvez tenter devant ce type de fracture une réduction par manœuvre externe. Par exemple, si dans ce cas, regardez, le tassement, il est surtout postérieur. Avant de mettre l'attelle plâtrée, il faut bien préciser ce terme, on ne met jamais de plâtre circulaire chez l'enfant. Avant de mettre l'attelle plâtrée sous anesthésie, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une légère, donc une flexion dorsale qui va corriger la déformation quand elle est importante. Quand elle est minime, comme c'est le cas ici, ce n'est pas la peine de réduire. On va laisser donc le soin au remodelage qui va se faire durant la croissance. Alors, fracture en mode de beurre, là, pareil, traitement orthopédique sans réduction. Alors, la fracture en bois vert, regardez très bien, ça c'est une fracture en bois vert, donc des deux os de diaphysaire, des deux os de l'avant-bras. Regardez, la corticale est rompue en antérieur, elle est maintenue donc en postérieur au niveau des deux os de l'avant-bras. Donc, c'est la fracture en bois vert, il y a une corticale qui est rompue et l'autre qui est en continuité grâce à la continuité, à l'intégrité du périoste qui va permettre de stabiliser, de maintenir la réduction et il va permettre par son apport vasculaire la formation du cal périosté et la consolidation définitive. Donc ça, c'est une fracture en bois vert. Incidence de face et de profil. Donc, incidence en bois vert avant et après réduction. Regardez ça, c'est avant la réduction, après réduction. Là, c'est une fracture en bois vert, mais la réduction est insuffisante, c'est-à-dire la déformation. Donc, la déformation n'est pas complètement corrigée. Alors, les fractures sous périostées. Alors, les fractures sous périostées, c'est ce qu'on appelle les fractures en cheveux d'ange.
on voit donc, regardez, ça, il n'y a pas de rupture de corticale, mais on voit un refend qui est sous périostée. Le périos, on ne peut pas le voir sur la radio, mais quand il y a comme ça une continuité des corticales et un trait, un trait qui est qui part d'une corticale à une autre en traversant la zone médulaire, on va parler de fracture sous périostée. Ces fractures sous périostée, elles surviennent chez les sportifs suite à un surmenage sportif et lors de l'apprentissage de la marche. Lors de l'apprentissage de la marche, la radiographie initiale est souvent normale, c'est ce qui amène parfois à pratiquer une tomodensitométrie qui montre la fracture en cheveux d'ange. Donc, l'apparition du cal osseux, elle va se faire dans les 15 jours à 3 semaines. Pardon. Alors, les fractures diaphysaires, le traitement orthopédique est la règle pour les fractures diaphysaires après réduction. Quand la fracture est stable, quand la réduction est satisfaisante et dans l'évolution, il existe une stabilité de cette réduction, donc le traitement sera orthopédique. Alors, c'est une diapo qui est intéressante, comme les autres, bien sûr. Alors, il ne faut jamais immobiliser un enfant par un plâtre circulaire parce que ça aboutit à des catastrophes, car un plâtre circulaire, c'est un plâtre qui va entraîner, une compression, vasculo-nerveuse, un œdème et un syndrome de Volkmann. Et on le voit même maintenant en 2021, ça peut aboutir à une amputation du membre supérieur suite à ce plâtre circulaire. Donc, le plâtre circulaire est interdit chez l'enfant. Il faut toujours mettre une attelle plâtrée postérieure, antébrachio-palmaire. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Il faut mettre une attelle plâtrée postérieure. Et même avec cette attelle plâtrée postérieure, il faut revoir le malade le lendemain, c'est pour voir s'il ne présente pas des signes de compression. Il faut rechercher des signes d'alarme qui nous orientent vers un syndrome de Volkmann. Alors, pour le syndrome de Volkmann, des signes d'alarme en urgence, on a une cyanose de la main, une perte de la mobilité des doigts et sensation de fourmillement des doigts rapportés par l'enfant et des douleurs de l'avant-bras. C'est une urgence chirurgicale. Le traitement va consister en quoi? Le traitement indispensable ici, c'est la décompression. C'est la décompression des différentes loges de l'avant-bras qui sont inextensibles, la jambe. Donc, les muscles de l'avant-bras et les muscles de la jambe se trouvent au niveau de loges qui sont inextensibles. Dès qu'il y a une pression sur ces loges musculaires, il va y avoir une souffrance vasculo-nerveuse qui peut aboutir à une amputation du membre. Alors, une fois que le syndrome de Volkmann est installé, alors avant le syndrome de Volkmann, il y a ce qu'on appelle le syndrome de pré-Volkmann. Le syndrome de pré-Volkmann, il se manifeste par un œdème de la main. Alors, quand vous recevez un enfant qui a un plâtre circulaire, il faut d'abord transformer le plâtre circulaire en une attelle plâtrée postérieure, membre surélevé et donner des anti-inflammatoires et des antalgiques. Si l'évolution est défavorable, là, c'est l'indication d'une aponévrotomie de décompression. Alors, le terme aponévrotomie veut dire ouverture des aponévroses de l'avant-bras. Alors, comment on va agir? On va agir au niveau, on fait des incisions en zigzag au niveau de l'avant-bras. Donc, cette incision, elle démarre du pli du coude et jusqu'au pli du poignet. Et parfois, on ouvre même le canal carpien. C'est pour décomprimer toutes les structures vasculo-nerveuses et éviter la nécrose des vaisseaux des nerfs et des muscles. Donc,
Une fois que le syndrome de Volkmann est installé, c'est l'indication d'une aponeurotomie de décompression. Malheureusement, parfois, on voit certains enfants au stade de Volkmann chronique. Il n'y a pas eu de nécrose, mais il y a eu une rétraction ischémique. Alors, quand vous voyez ça, avec des antécédents de fracture de l'avant-bras, c'est une rétraction ischémique des fléchisseurs avec flexion du poignet, comme on le voit ici, extension des métacarpophalangènes et une flexion des doigts. Donc, ça, c'est un syndrome de Volkmann chronique et ça, c'est un syndrome de Volkmann aigu qu'on a traité en urgence par décompression. Là, c'est un patient qui a consulté tardivement. Il est venu au stade de Volkmann séquelaire. Il n'y a pas eu de nécrose, heureusement pour lui, mais malheureusement, il y a des déformations qui sont irréductibles et qu'il faut traiter chirurgicalement par des interventions palliatives, c'est-à-dire des interventions qui vont corriger cette flexion du poignet et l'hyperextension des MP et la flexion des doigts. Donc, retenez qu'il ne faut jamais mettre de plâtre circulaire chez l'enfant car c'est source de syndrome de Volkmann. Alors, les fractures diaphysaires, le traitement est chirurgical si le traitement orthopédique est impossible. Chez l'enfant, on ne met pas d'enclouage centromédulaire. Alors, quel est le mode d'ostéosynthèse qu'on préfère? C'est l'embrochage centromédulaire élastique stable. Voilà, embrochage centromédulaire élastique stable, ce qui consiste à introduire les broches loin du cartilage de conjugaison. Car si on introduit les broches à travers le cartilage de conjugaison, il y aura des troubles de la croissance par lésion iatrogène, par lésion chirurgicale du cartilage de conjugaison, du cartilage de croissance. Donc, chez l'enfant, on fait des embrochages centromédulaires élastiques stables. Quand le traitement orthopédique, bien entendu, n'est pas possible. Alors, regardez, ça, c'est une fracture de jambe qu'on a traitée par un embrochage centromédulaire élastique stable. Regardez l'intérêt de cet embrochage, c'est on introduit les broches loin du cartilage conjugal. Ça, c'est le cartilage de... Donc, ça, c'est le... Alors, ça, c'est le cartilage de croissance. Donc, on rentre on introduit les broches sous le cartilage de conjugaison. Alors, les fractures métaphysaires, c'est-à-dire la métaphyse étant riche en tissu spongieux, la métaphyse est bien vascularisée, donc c'est des fractures qui sont dites de bon pronostic. Le traitement est souvent orthopédique, même s'il y a un cal vicieux, il y aura un phénomène de remodelage. Ça, regardez, ça c'est un cal vicieux métaphyso-épiphysaire, et regardez l'effet du remodelage. Donc, il y a un remodelage. Donc, la croissance va arranger le cal grâce aux ostéoclastes. Donc, la croissance est parfois stimulée. Et quand la croissance est stimulée, alors, chez l'enfant, une telle fracture, il ne faut pas mettre de plaque vissée. Il ne faut pas réduire, il faut pas réduire chirurgicalement et mettre une plaque vissée. Parce que chez l'enfant, quand la réduction est anatomique, ça va entraîner un allongement du membre par stimulation de la croissance. On aura le membre traumatisé consolidé, mais plus lent par rapport au côté contralatéral. Et quand on assiste et devant une telle situation, qu'est-ce qu'on fait? On peut bloquer la croissance. Donc, à l'approche de la fin de la croissance, qu'est-ce qu'on fait? On va bloquer le cartilage de croissance par ce qu'on appelle une épiphysiodèse. Dèse veut dire bloquer, et épiphysio, c'est l'épiphyse. Donc, on bloque le cartilage de croissance au niveau de l'épiphyse. Et quand on a un asynchronisme, entre tibia et péroné, regardez ici, quand le péroné
quand le péroné s'arrête de croître et le tibia continue de croître, on aura un valgus, donc on aura soit un valgus, soit un varus. Quand l'un des deux os de la jambe est en épiphysiodèse, quand l'autre va continuer de croître, donc on aura soit un phénomène de valgus, soit un phénomène de varus. Ça, dans le cas d'une épiphysiodèse post-fracturaire, post-traumatique. Alors, les fractures métaphyso-épiphysaires, elles sont plus fréquentes chez le garçon que chez la fille. Regardez ça, c'est une fracture du tiers inférieur du fémur chez un enfant. C'est une fracture qui touche la jonction entre la métaphyse et l'épiphyse. Donc, c'est une fracture épiphyso-métaphysaire. Après réduction, elle est stabilisée. Le mode de contention n'est pas chirurgical, il est orthopédique. C'est une immobilisation pelvipédieuse. Alors, pelvipédieuse, donc on va immobiliser tout le membre inférieur et l'immobilisation va s'étendre jusqu'au sous-mamellonaire. Et là, la précaution qu'il faut prendre quand on met un pelvipédieux, c'est il ne faut pas entraîner une compression abdominale. Alors, cette compression abdominale, pour l'éviter, lors de la mise en place de la résine ou du plâtre, il faut mettre du coton cardé au niveau de l'abdomen et commencer la mise en place de la résine ou du plâtre. Et en fin d'immobilisation, il faut enlever le coton cardé qu'on a mis au niveau de la région abdominale. Donc, la région abdominale doit être protégée pour éviter des compressions abdominales en post-immobilisation. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une fenêtre. On regarde la zone abdominale pour éviter cette compression. Donc, ça, c'est une immobilisation d'une fracture du tiers inférieur du fémur. C'est une immobilisation par plâtre pelvipédieux. Cette immobilisation, elle peut aller jusqu'à 3 mois. Et même s'il y a une imperfection de réduction avec l'âge, grâce au phénomène de remodelage, le cal osseux redeviendra anatomique. Mais quand l'âge de l'enfant s'approche de l'âge adulte, il faut que la réduction soit anatomique. C'est-à-dire que jusqu'à 13 ans, on peut tolérer des imperfections de réduction, mais au-delà, quand l'enfant se rapproche de l'âge adulte, la réduction doit être anatomique. Alors, regardez ici une fracture métaphyso-épiphysaire de l'humérus, voilà, traitée orthopédiquement. Alors maintenant, après avoir parlé des fractures, des différents types de fractures, les fractures plastiques, en bois vert, les fractures en mode de beurre, les fractures complètes et les fractures en cheveux d'ange, on va parler d'un chapitre important. Il est aussi important que le chapitre précédent. C'est les décollements épiphysaires. Alors, au niveau de l'épiphyse, il y a ce qu'on appelle, chez l'enfant, il y a le cartilage de croissance. Ce cartilage de croissance, ce cartilage de conjugaison, il va permettre la consolidation, il va permettre la croissance en longueur de l'os, et le périoste, c'est la croissance en épaisseur. Alors, ce cartilage conjugal, ce cartilage de croissance, quand il est touché, quand il est lésé, on aura différents types de traumatismes de cartilage de croissance. Alors, il y a plusieurs classifications. Les plus importantes, la plus pratique, c'est celle de Salter et Harris, mais son inconvénient, c'est qu'elle ne prend pas en considération l'importance du déplacement. Il y a une autre classification qui prend en considération le type de déplacement, mais son problème, c'est qu'elle est très détaillée. Elle n'est pas pratique, n'est pas aussi pratique que la classification de Salter et Harris. La deuxième classification, c'est la classification d'Ogden.
Alors, chez l'enfant, retenez très bien, les ligaments sont plus résistants. Les ligaments sont plus résistants que les cartilages de croissance. Donc, l'enfant aura tendance à faire un traumatisme du cartilage de croissance beaucoup plus que des entorses et des fractures. Alors, le type 1, donc le décollement épiphysaire de type 1, c'est un décollement épiphysaire pur. Il n'y a pas de participation osseuse à ce type de décollement épiphysaire. Alors, donc, le trait, il passe au niveau du cartilage de conjugaison sans arrachement osseux. Ça, c'est un type 1. La totalité du cartilage conjugal est touchée par le traumatisme. Le déplacement est d'amplitude très variable. On peut avoir un déplacement très important et on va considérer que c'est un décollement épiphysaire de type 1. Le type 2, donc le trait, il passe au niveau du cartilage de conjugaison. Il va arracher un coin métaphysaire. Ce type de décollement, c'est-à-dire le type 2, c'est le plus fréquent, il est de bon pronostic. Le type 3, quant à lui, le trait passe au niveau du cartilage de conjugaison, il va arracher un coin épiphysaire. Voilà, il fait ça, il décolle un coin épiphysaire. Le type 1, sans participation osseuse. Le type 2, coin métaphysaire. Le type 3, arrachement d'un coin épiphysaire. Le type 4, alors le type 3, avant de passer au type 4, le type 3 est de pronostic relativement bon. Le type 4, il va arracher un coin épiphyso-métaphysaire. Il va arracher un coin épiphyso-métaphysaire et il est de mauvais pronostic. Le type 5, quant à lui, le diagnostic, il est rétrospectif. On fait exceptionnellement le diagnostic d'un traumatisme du cartilage de conjugaison de type 5. On passe souvent à côté et c'est rétrospectivement, quand l'enfant va, donc c'est les parents de l'enfant qui vont constater une déformation, par exemple, au niveau du poignet, ils vont constater ce qu'on appelle une main-botte radiale. Une main-botte radiale, c'est une déformation du poignet en dehors. Et cette déformation en dehors, elle est due à quoi? Radiologiquement, quand on voit la radio, on voit une épiphysiodèse, une soudure du cartilage de conjugaison de l'épiphyse radiale, alors que l'épiphyse ulnaire, donc l'épiphyse de l'ulna du cubitus, va continuer à croître. Ça va donner une main-botte radiale. Donc, alors l'épiphysiodèse, c'est ça la définition d'une épiphysiodèse, c'est une fusion totale ou en partie d'un cartilage de conjugaison qui va entraîner l'arrêt de la croissance. Donc, il faut faire attention. Quand vous avez une douleur importante au niveau du poignet et vous ne voyez rien chez un enfant, ce n'est pas une entorse. L'enfant, il a tendance à faire des traumatismes du cartilage de conjugaison. Pensez à un décollement épiphysaire de type 5 plutôt, et il faut réduire en faisant une traction et immobiliser dans une gouttière plâtrée, dans une attelle plâtrée postérieure, pour éviter de faire le diagnostic d'un décollement épiphysaire type 5 rétrospectivement. Est-ce que vous avez des questions? Docteur, et ça se traite comment l'épiphysiodèse? Ah, très bien. Alors, après l'épiphysiodèse, il faut faire une ostéotomie de correction. On va faire une ostéotomie, une ostéotomie pour corriger la déformation, et on peut être appelé à agir sur l'épiphyse ulnaire. On peut faire, ça dépend du stade de diagnostic de cette épiphysiodèse post-traumatique. Donc, principalement, retenez que le traitement de cette épiphysiodèse, c'est une ostéotomie de correction. On fera une ostéotomie qui va corriger les déformations et on peut parfois bloquer la croissance du côté opposé pour ne pas aggraver la déformation qui existe déjà. Merci. Je vous en prie.
Alors, Docteur, il y a ça, une question. oui. Pourquoi Alors je dois voir pour les questions. Alors, je dois aller sur quel discussion, au niveau discussion. au niveau discussion. Oui. Alors, oui, la prochaine, la question suivante. Elle dit, docteur, pourquoi on ne fait pas d'ostéosynthèse en cas de fracture métaphysio-épiphysaire du fémur? On préfère le traitement orthopédique, malgré que c'est gênant. Est-ce qu'il y a une contre-indication? Je vous ai dit tout à l'heure le problème. Chez un enfant, admettons que vous ayez devant vous un enfant qui a 9 ans, une fracture métaphyso-épiphysaire, alors qu'il ne demande qu'à être plâtré. Et là, le problème, si vous réduisez anatomiquement, la réduction est très simple, vous réduisez anatomiquement, alors donc, le problème qui va se poser, c'est quand la réduction est anatomique, donc ça va fouetter, ça va activer le cartilage les deux cartilages de conjugaison du fémur opéré. Ça va entraîner un allongement. Parce que chez l'enfant, avant que l'âge de l'enfant ne se rapproche de l'âge adulte, il est préférable, donc il faut privilégier le traitement orthopédique. Parce que le traitement chirurgical, il va entraîner un allongement post-opératoire. Quand la réduction est parfaite, ça va fouetter, ça va activer les deux cartilages de conjugaison, en proximal et en distal, et ça va entraîner un allongement et on sera obligé de faire une épiphysiodèse du côté contralatéral pour égaliser les deux fémurs, pour ne pas se retrouver devant une inégalité donc des membres inférieurs. Donc, chez l'enfant, on préfère le traitement chirurgical en matière de fracture à diaphyse fémorale quand l'âge de l'enfant se rapproche de l'âge adulte. Un enfant jusqu'à l'âge on va dire jusqu'à 9 ans, il faut opter pour un traitement orthopédique. Même s'il y a un chevauchement, je vous ai montré tout à l'heure des illustrations avec des cales vicieux, inesthétiques, et qui se sont corrigés avec l'âge. Et je vous montrerai tout à l'heure aussi des illustrations radiologiques de traitements orthopédiques sur des cales vicieux qui se sont arrangés, qui sont devenus presque anatomiques grâce au remodelage osseux. Donc, le traitement chirurgical est réservé aux enfants dont l'âge se rapproche de l'âge adulte, pour éviter ces phénomènes, c'est cette réaction d'allongement post-chirurgical. Donc, 9 ans, si vous opérez un enfant par plaque vissée ou donc vous mettez par exemple un embrochage centromédulaire élastique stable chez un enfant qui ne demande qu'à être traité orthopédiquement, vous allez stimuler les plaques conjugales et vous aurez un allongement des membres qu'il va falloir corriger d'une manière ou d'une autre. Donc, pour éviter ce cas de figure, un enfant dont l'âge est encore loin de l'âge adulte, il faut traiter par plâtre. Même si vous avez un cal inesthétique, les parents vont s'inquiéter, ils vont vous dire que le cal n'est pas. Vous leur expliquez calmement que cet enfant, que ce cal osseux va être remodelé, donc et tout va rentrer dans l'ordre. Avec la croissance osseuse, ça peut prendre jusqu'à 2 ans, mais ça va rentrer dans l'ordre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci, docteur. De rien. Alors maintenant, la prochaine. Alors, voilà, donc le traitement chirurgical, regardez, c'est un décollement épiphysaire de type 1, réduction, stabilisation par broche. Alors là, donc c'est un traumatisme en hyperextension. Alors, au niveau du genou, dans ces traumatismes en hyperextension, la hantise du chirurgien orthopédiste pédiatre, c'est le traumatisme vasculaire au niveau du genou. Et même, on a également, je vous ai dit tout à l'heure, que chez l'enfant, donc la partie qui est traitée, donc surtout chirurgicalement, c'est le coude. Même au niveau des coudes, on a des fois des fractures de la palette humérale avec absence de pouls.
Donc, quand vous recevez un enfant pour un traumatisme du coude, un traumatisme du genou, il faut donc bien examiner sur le plan vasculaire. Il faut rechercher les poux, il faut palper les poux et faire un examen aussi neurologique soigneux. Il ne faut pas se contenter de mettre, parce que souvent, il n'y a pas de lésion vasculo-nerveuse, mais quand ça arrive et qu'on passe à côté, ça va donner des complications parfois irréversibles. Alors là, regardez, c'est un traumatisme en hyperextension, ça a donné ce décollement épiphysaire. Donc, il n'y a pas de trouble vasculaire, mais on a des fourmillements au niveau du dos du pied, le dos du pied étant innervé par le nerf sciatique poplité externe. Voilà, regardez ce qu'on a fait. Donc, on a réduit, ça c'est une image scopique, ça c'est le scope, et on a stabilisé par deux broches qui sont croisées. Voilà, après 5 semaines, ablation des broches. Voilà, toujours dans le même cas de figure que tout à l'heure, la manœuvre de réduction. Donc, l'opérateur, il exerce une traction en bas et en avant, et son aide va exercer une traction au niveau de la face postérieure vers la face antérieure de la cuisse. Le soltaire de type 2, regardez le soltaire de type 2 ici. Alors ça, c'est un soltaire de type 2, donc ça arrache un coin métaphysaire de l'épiphyse tibiale. Le traitement après réduction, on a donc préféré mettre des vis. Stabilisation par vis. Alors, le type 3, donc on voit ici un arrachement épiphysaire. Et cet arrachement épiphysaire donc, peut être traité soit par deux broches, soit par une seule vis. Alors, quand vous traitez un enfant qui présente un décollement épiphysaire, il faut donc, une fois que la réduction est obtenue, il faut stabiliser, donc soit par broche, soit par vis, mais il ne faut pas faire plusieurs tentatives. Parce que si vous faites plusieurs tentatives d'ostéosynthèse, vous allez léser le cartilage de conjugaison. Alors, malléole interne de type 3, voilà, malléole interne de type 3, on le voit très bien ici. Alors, donc, on a réduit et stabilisé par vis, mais là, donc la réduction n'est pas parfaite. On voit déjà que la pince malléolaire, l'interline, donc au niveau entre la malléole interne et l'astragale, donc l'interline tibio-astraganien ici, donc est très réduit, donc ça n'a pas été réduit, ça n'a pas été réduit anatomiquement. La conséquence, c'est une épiphysiodèse. Donc ici, on aura quelle déformation? Alors, le péroné, la fibula va continuer à croître et en interne, le tibia donc, est en épiphysiodèse. On aura une déformation en varus. Donc cette partie croîtra normalement et la partie opposée de la pince bimalléolaire est en épiphysiodèse. Un soltaire de type 3. Alors, donc, regardez ici un arrachement épiphysaire, qui a été réduit et vissé. Maintenant, la fracture de Thio qu'il faut connaître. Alors, c'est quoi donc, la fracture de Thio? C'est lors d'une rotation externe forcée, il va y avoir un arrachement de la partie antéro-externe. Il y aura un arrachement de la partie antéro-externe de l'épiphyse tibiale. C'est ce qu'on appelle la fracture de Thio. Voilà, c'est la fracture de Thio. Rotation externe, comme c'est indiqué par ces deux flèches. Ça va arracher un coin, donc antéro-externe de l'épiphyse tibiale. Alors, le traitement ici, donc le traitement est chirurgical. Après réduction par manœuvre externe, on va soit visser, soit mettre donc deux broches, une à deux broches. Donc ça, c'est la fracture de Thio qu'il faut connaître.
Le type 4, c'est un arrachement métaphyso-épiphysaire. Voilà, un type 4 avec un arrachement épiphyso-métaphysaire. Alors, le type 4 de la malléolenterne, donc le type 4, le soltaire de type 4, c'est-à-dire épiphyso-métaphysaire de la malléolenterne, il porte un nom propre. C'est le monsieur qui l'a décrit pour la première fois, c'est la fracture de McFarland. La fracture de McFarland, c'est un décollement épiphysaire de type 4 de la malléolenterne. On le voit très bien ici. Voilà. Donc, il y a un arrachement. Il y a un arrachement épiphyso-métaphysaire de la malléolenterne. C'est ce qu'on appelle une fracture de McFarland. Le traitement ici est chirurgical. On mettra soit des broches, soit des vis. Alors, cette illustration est très importante à mon sens, parce que quand on réduit, il faut que la stabilisation, il faut que le moyen d'ostéosynthèse, il faut qu'il soit perpendiculaire au trait. Pour obtenir une stabilisation solide, il ne faut pas se contenter de mettre des broches ou des vis. Il faut que la direction des broches soit perpendiculaire au trait. Alors voici une fracture de McFarland, donc un décollement épiphysaire de type 4 de la malléolenterne. Après réduction, la direction des broches est perpendiculaire à la direction du trait de décollement. Alors maintenant, on va parler d'un cas particulier, c'est ce qu'on appelle les fractures triplanes, obliques à la cheville. Alors les fractures triplanes, on peut avoir l'association du type 2, type 3 et type 4. Voici la fracture triplane. Alors, dans les fractures triplanes, on a les fractures à deux fragments. Alors, quand on parle à deux fragments, en fait, il y a un seul fragment qui est arraché. Le deuxième fragment, c'est le restant, c'est ce qui reste. Le deuxième fragment, c'est ce qui reste de la pince malléolaire. Quand il y a un fragment qui est arraché et l'autre partie de la pince bimalléolaire est respectée, on parle de fracture à deux fragments. Et quand la malléole externe est arrachée, une partie de la malléole interne est arrachée, donc on parle de fracture à trois fragments. Donc on parle de fracture à trois fragments. Maintenant, quand il y a la malléole interne, la malléole externe, et une partie est la marge postérieure et la partie postérieure de la pince bimalléolaire qui est arrachée, on parle de fracture à quatre fragments. Le premier fragment fibulaire du péroné, la marge postérieure, la malléole interne, le reste étant représenté par le segment proximal. Alors, une fracture triplane, regardez ça, c'est une fracture triplane. Alors, qui peut être traité orthopédiquement quand le déplacement n'est pas important, quand le déplacement n'est pas important ou quand il est nul, c'est-à-dire on voit uniquement le trait de fracture, le traitement est orthopédique. Le traitement est chirurgical, dans quel cas de figure? Quand la fracture est intra-articulaire déplacée, quand il y a un diastasis, quand il y a un écart. Le diastasis veut dire un écart interfragmentaire. Quand il est supérieur à 2 mm, c'est l'indication chirurgicale. Quand il s'agit d'un soltaire de type 3, quand il s'agit d'un soltaire de type 3 ou 4, dans le cadre de la fracture de Thio, dans les triplanes, dans le soltaire de type 3 de la malléole interne ou la fracture de McFarland. Toutes ces indications, tous ces cas de figure représentent une indication chirurgicale. Alors, les autres fractures ou la réduction, quand la fracture est réduite, mais la réduction est insuffisante, on a vu tout à l'heure une fracture en bois vert qui a été réduite, mais il persistait un déplacement,
ça, c'est une indication chirurgicale. Une fracture en bois vert, quand le périos s'interpose au niveau du foyer de fracture et quand on ne peut pas réduire anatomiquement, on a le droit de traiter chirurgicalement, mais même s'il s'agit d'un enfant qui est âgé de 8 ans, on préfère réduire un grand déplacement que de le laisser donc, pour le remodelage, alors que le remodelage, quand le déplacement est très important, on préfère l'opérer pour éviter des cas vicieux inesthétiques à l'avenir. Alors, donc regardez une triplane à 4 fragments. Donc 1, 2, 3, et le reste étant représenté par le fragment proximal, parce qu'en matière de traumatologie, on raisonne toujours par rapport au fragment distal. Quand on dit qu'il y a un déplacement, par exemple, en varus ou en valgus, c'est toujours on raisonne par rapport au fragment, c'est le fragment distal par rapport au proximal. Alors, regardez une triplane à 4 fragments, on a stabilisé l'épiphyse par une vis et la zone métaphysaire a été stabilisée par 2 vis. Le type 5, alors je vous ai dit tout à l'heure le type 5 qui passe souvent inaperçu, c'est rétrospectivement, c'est après qu'on se rend compte qu'il y a eu un traumatisme du cartilage de conjugaison du fait des déformations qui existent soit au niveau de la cheville, soit au niveau du genou ou au niveau du poignet. Alors, la complication de ces types 5, bien entendu, c'est l'épiphysiodèse, c'est le blocage, c'est la fusion du cartilage du cartilage de conjugaison, partiellement ou totalement. Alors, les traumatismes en compression, le traumatisme, il est en compression lorsqu'il y a une chute d'un lieu élevé, réception sur le talon, et il y a un effet de compression qui va s'exercer sur le cartilage de conjugaison. Ici, c'est au niveau de la cheville. Alors, les radios initiales sont normales, mais rétrospectivement, on va avoir plus qu'un traumatisme du cartilage de conjugaison, on peut avoir une nécrose de l'astragale, donc une nécrose de l'astragale comme on le voit ici. Donc, on voit ici un trait de fracture. Et l'astragale, c'est comme le scaphoïde, il est mal vascularisé. C'est comme l'astragale, le scaphoïde et la tête fémorale. Ils sont exposés tous les trois au risque de nécrose vasculaire parce que la vascularisation, elle n'est pas importante et parfois elle est de type terminal. Donc, il faut faire attention à ces fractures. Il faut savoir diagnostiquer ces fractures à temps pour les stabiliser, éviter l'apparition de cette nécrose osseuse. Alors, le type 5, le diagnostic est rétrospectif, comme on le dit depuis tout à l'heure, en présence, alors regardez, ça, c'est une épiphysiodèse. Là, l'épiphysiodèse est centrale. Là, ça illustre un mécanisme de compression. Alors, les séquelles, c'est l'épiphysiodèse. L'épiphysiodèse, c'est une fusion totale ou partielle du cartilage de conjugaison suite à un traumatisme. Et ces épiphysiodèses, on les voit souvent dans les traumatismes du cartilage de conjugaison de type 5. Le cas vicieux, par définition, c'est une consolidation en position non anatomique. Alors, l'épiphysiodèse, regardez là, une déformation en varus. Le péroné, la malléole externe, le côté externe continue à croître normalement et la partie interne va s'arrêter de croître. Regardez, ça, c'est une épiphysiodèse. Ça, c'est une épiphysiodèse malléolaire interne. Alors, les conséquences d'épiphysiodèse. Alors, l'épiphysiodèse, elle est totale ou partielle centrale. Elle va donner une inégalité de longueur, c'est-à-dire que vous aurez un segment osseux qui n'est pas égal au segment osseux contralatéral. C'est ce qu'on appelle les inégalités de longueur des membres inférieurs. Il va y avoir également des épiphysiodèses périphériques. Alors, c'est soit les déplacements en varus et en valgus, soit une déformation en récurvatum et en flexion.
Alors, c'est le varus et le valgus, c'est des déformations dans le plan frontal. C'est dans le plan frontal que vous allez avoir soit un varus, soit un valgus. Le récurvatum et le flexum, c'est dans un plan sagittal. Donc, on va voir tout à l'heure des illustrations, des images. Alors, le traitement de l'épiphysiodèse, alors ça c'est un fémur donc, qui est raccourci pour lui redonner la longueur, donc la même longueur que le côté opposé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un allongement. Alors devant une inégalité, donc devant une inégalité, donc on peut faire, donc on a le choix entre l'épiphysiodèse contralatérale, c'est-à-dire que le côté malade ne sera pas opéré, on va opérer le côté contralatéral. On va bloquer le côté contralatéral pour rattraper la même longueur que le côté qui est traumatisé. C'est ce qu'on appelle l'épiphysiodèse contralatérale. Maintenant, le deuxième type de traitement des inégalités, c'est l'allongement. Quand on a un côté qui est raccourci, l'avantage de l'allongement, c'est que l'enfant va garder une taille normale. Mais l'épiphysiodèse contralatérale, elle est souvent refusée par les malades parce qu'on va rendre un enfant plus petit. Un enfant plus petit, si on propose une épiphysiodèse contralatérale, ça veut dire qu'on va stopper la croissance. Par contre, dans l'allongement, on ne va pas stopper la croissance. La croissance du côté sain contralatéral va se poursuivre et le côté raccourci, en post-traumatique, va être allongé. Alors, le premier temps, on va faire une ostéotomie, au niveau du cal et on va allonger par un fixateur qui est conçu spécialement pour ce type d'allongement. C'est un fixateur donc, externe qui va permettre de procéder à un allongement et on va associer à cette ostéotomie et cet allongement par fixateur. Regardez, on a fait un allongement de quelques centimètres et on va associer à cet allongement une greffe corticospongieuse et une fixation de cette greffe par une plaque vissée. Une fois que la consolidation est acquise et qu'on a égalisé les deux membres, on va procéder, bien entendu, à l'ablation du fixateur, comme c'est le cas ici. Regardez ici, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, là, on a opéré les deux côtés, mais là, c'est juste une illustration. Une fois que l'allongement et la consolidation sont acquis, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever le fixateur externe et on va enlever la plaque. Alors, quand il y a un défaut d'axe, on va faire surtout des ostéotomies. Quand il y a une anomalie axiale, comme par exemple dans les mains bottes radiales, quand il y a une anomalie d'axe au niveau de l'extrémité inférieure du radius dans les mains bottes radiales ou bien dans d'autres segments osseux, on va faire une ostéotomie ou bien on va il faut agir sur la zone qui est en épiphysiodèse pour faire ce qu'on appelle une dépiphysiodèse, une désépiphysiodèse, ostéotomie et désépiphysiodèse. Alors, ça, c'est un génuvalgum par épiphysiodèse asymétrique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une ostéotomie fémorale de varisation. Regardez, là, le segment jambier, le segment jambier, il part en valgus. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une ostéotomie fémorale de varisation en fin de croissance. Donc, on a agi sur la partie la partie malade. Là, la partie lésée, ce n'est pas la jambe, mais c'est le fémur. Donc, on a fait une ostéotomie de varisation pour corriger le valgus au niveau de la jambe. C'est ce qu'on appelle une ostéotomie fémorale de varisation. Pardon, docteur. Oui. Une question. L'ostéotomie, on l'a fait au niveau de la diaphyse ou la l'épiphyse? L'ostéotomie est faite au niveau du calvicieux. Alors là,
D'accord. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On casse au niveau de l'épiphyse parce que là, le cal, il se trouve ici. Donc, le cal vicieux qui est à l'origine du déplacement donc en valgus, qu'est-ce qu'on a fait? On casse donc le fémur, on fait une ostéotomie fémorale et on fait une varisation. C'est-à-dire que le segment fémoral distal va être varisé, il va être donc translaté en dedans pour corriger le valgus post-traumatique. Donc, on D'accord, agit, merci. je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de continuer? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, maintenant, oui? Il n'y a pas de question. Merci. Alors, ça, c'est l'aspect normal. Alors, regardez, ça, c'est un genou qui est normal. La pointe tibiale du genou, elle regarde, donc il y a une angulation qui est postérieure. Des fois, après un traumatisme, il y a une pointe tibiale, il y a une angulation tibiale qui est inversée. Regardez, cet aspect n'est pas le même aspect, un aspect normal, un aspect pathologique. Ça va donner ce qu'on appelle un récurvatum. Un récurvatum, c'est quand l'angulation, regardez ici, l'angulation, l'angle, il regarde en arrière. Et là, l'angle, il regarde en avant. Ça va donner ce qu'on appelle un récurvatum. Et ce récurvatum post-traumatique, il sera corrigé par une épiphysiodèse antérieure. Donc, on va agir sur, on va faire une épiphysiodèse antérieure pour corriger le récurvatum. Alors, ça, c'est un récurvatum. Alors, le récurvatum, il peut être physiologique chez les tout petits enfants. Donc, chez les enfants, il peut être physiologique. Mais dans ce cas, il est post-traumatique. On fait ce qu'on appelle une ostéotomie d'ouverture antérieure pour corriger ce récurvatum et on va rétablir une pointe tibiale qui est normale. Donc, on fait une ostéotomie d'ouverture antérieure et on va déplacer l'épiphyse. On va déplacer l'épiphyse de telle sorte à obtenir une pointe tibiale normale. Alors, au membre supérieur, alors ça, c'est les complications habituelles des fractures supracondyliennes. C'est ce qu'on appelle, cette déformation est dite cubitus varus. Le cubitus varus, c'est quand le bord interne de la main, donc il est déplacé, en dedans, ça va donner ce qu'on appelle un cubitus varus. Au membre inférieur, quand la déformation, elle forme un O, c'est ce qu'on appelle le génuvarum. Et quand ici, au membre supérieur, quand le bord interne de la main est déplacé en dedans, ça va donner un cubitus varus. Voilà. Alors ça, c'est un cubitus, c'est la même déformation, sauf qu'ici, le patient, il est en position, de supination. Regardez, on est en position de supination et là, il est en position de pronation. Et ce cubitus varus ne peut pas être corrigé par le remodelage osseux. Il faut faire une ostéotomie de correction au niveau de l'épiphyse humérale, au niveau de la palette humérale. Donc, le traitement d'un cubitus varus, d'un genu récurvatum, donc quand ils sont post-traumatiques, le traitement est chirurgical. Parce que c'est des cas vicieux qui sont inesthétiques. Là, cette diapo est très intéressante. Regardez, alors le remodelage fracturaire, le remodelage fracturaire, il permet la réorientation des épiphyses. Alors, quand il y a une fracture, quand il y a une fracture, quand il y a un cal inesthétique, chez l'enfant, dont l'âge n'est pas proche de l'âge adulte, suite à un traitement orthopédique, ce cas vicieux, surtout diaphysaire, peut être corrigé grâce au remodelage qui va s'effectuer grâce au périoste.
Alors, on peut freiner la croissance du côté interne par agrafage du cartilage de croissance. C'est pour corriger, par exemple, les déformations. Quand une partie est déformée d'un côté, pour égaliser les deux côtés, on peut agir, on peut freiner la croissance du côté interne, comme c'est le cas ici, où on l'a fait de manière bilatérale. Pour éviter les déformations, donc en valgus ou en varus, qu'est-ce qu'on a fait? On freine la croissance en interne grâce aux agrafes. C'est ce qu'on appelle les agrafes de Blount. Alors, donc une illustration donc de cal vicieux remodelé. Alors, un cal vicieux, regardez ce cal vicieux. Alors, regardez, ça, c'est un cal vicieux. Et regardez l'aspect, donc, remodelage osseux au 7e mois post-traumatique. On a pratiquement un aspect qui est normal. Donc, vous constatez qu'il y a une déminéralisation osseuse, mais donc, qui va rentrer dans l'ordre dans les mois qui vont suivre, dans les semaines ou mois qui vont suivre. Alors, un autre exemple, regardez un cal vicieux. Alors, ce cal vicieux, il est comment? Alors, ça, c'est l'antérieur, ça, c'est la partie antérieure, la partie postérieure. Ce cal vicieux, il est en fléchome. Ça, c'est au 8e mois. Ça, c'est au 8e mois post-traumatique. Au 29e mois, on a un aspect qui est normal. Donc, le même malade, après 30 mois, regardez, c'est un aspect qui est presque normal. Il y a un varus qui est minime de ce côté. Il y a un varus résiduel, mais qui n'est pas important. Alors, maintenant, il faut avoir en tête les fractures qui sont pathologiques. Ça c'est une image lithique. Il y a une lyse osseuse. Des fois, des patients qui présentent des kystes essentiels, ils consultent pour des fractures donc sur un os qui est pathologique. On peut avoir des fractures sur kyste essentiel ou bien une fracture sur une tumeur osseuse. Alors, quand il s'agit d'une fracture sur kyste essentiel, au niveau de l'extrémité supérieure du humérus, la simple immobilisation va apporter la guérison. Mais comme c'est le cas ici en zone diaphysaire et quand la fracture est déplacée, le mieux, c'est de mettre un embrochage centromédulaire élastique stable. Donc, on rentre loin du cartilage de croissance. Ça, on a affaire à un patient dont l'âge se rapproche de l'âge adulte. Donc, regardez, on continue de voir le cartilage de croissance, mais il est en phase, c'est un patient dont l'âge se rapproche de l'âge adulte. Alors, le coude, on voit ici les différents noyaux d'ossification. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les fractures du coude, les fractures de la palette humérale sont très importantes. Des fois, au pavillon des urgences, il arrive qu'on reçoive jusqu'à 4 ou 5 palettes humérales. Donc, c'est des fractures qui sont fréquentes chez l'enfant. Regardez, ça, c'est une fracture de la palette humérale. Quand il persiste un contact entre l'épiphyse et le fragment proximal, on parle de type 3. Alors, on parle de type 3. Alors, quand on traite par hyperflexion ces fractures, c'est ce qu'on appelle la méthode de Blount. L'inconvénient de cette méthode, c'est la compression vasculaire. Parce que l'hyperflexion au niveau du coude va entraîner une compression vasculaire. Le mieux, quand c'est le mieux quand il y a alors fragment distal et le fragment proximal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On réduit au bloc opératoire, sous anesthésie, au bloc opératoire sous contrôle scopique, on réduit et on stabilise par des broches. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, la hantise du chirurgien dans ce type de fracture, c'est les complications vasculaires et les complications nerveuses. Il faut faire un examen clinique soigneux à la recherche de complications vasculaires et de complications nerveuses. Regardez, donc ça, c'est la manœuvre de réduction et on stabilise donc par deux broches, donc introduites donc, au niveau de l'épiphyse
donc l'épiphéméral, c'est l'aspect après traitement chirurgical par broche. Ça, c'est un embrochage croisé. C'est une autre variante d'embrochage. Donc, on réduit et on stabilise. Regardez, là, il y a une composante du déplacement. C'est ce qu'on appelle le décalage. Le décalage, c'est la rotation du fragment distal par rapport au proximal. Et ce décalage doit être corrigé par manœuvre externe et on stabilise. Cette stabilisation, quand on a la réduction par manœuvre externe, alors l'embrochage chez l'enfant, il peut se faire à foyer fermé, donc sous contrôle, sous anesthésie, sous contrôle scopique. Donc, on fait des manœuvres externes. On peut stabiliser, quand la réduction est parfaite, on stabilise à foyer fermé, mais quand la réduction par manœuvre externe n'est pas possible, on est dans l'obligation d'aborder l'articulation et de réduire de manière sanglante, c'est-à-dire à foyer ouvert, comme c'est le cas ici. Dans ce cas de figure, c'est ce qu'on appelle un embrochage croisé. On le pratique surtout quand on aborde chirurgicalement. Alors, il faut penser, ça, il nous reste encore 3 diapos. Ça, c'est la maltraitance. Il faut avoir en tête, alors la maltraitance, elle existe vis-à-vis des seniors, des sujets âgés, et elle existe vis-à-vis donc des enfants. Donc, chez l'enfant, quand vous recevez un enfant, il faut penser au syndrome de maltraitance, aux enfants battus, et ça peut donner plusieurs types de fractures, donc au niveau du membre inférieur, au niveau de la diaphyse, surtout au niveau des genoux et au niveau des chevilles. Et la dernière diapo, il y a un diagnostic différentiel. Alors, il faut insister sur la pronation douloureuse. Comme c'est illustré ici, alors c'est la lésion traumatique du coude la plus fréquente chez l'enfant de 1 à 5 ans. Alors, il est dû à quoi cette pronation douloureuse? C'est la subluxation de la tête du radius, c'est la subluxation de la tête radiale suite à une traction brusque sur la main, coude en extension. Regardez cette maman qui tire son enfant sur la main. Donc, une traction sur la main va entraîner, et le coude en extension va entraîner une subluxation de la tête radiale. Donc, la tête radiale et avant-bras et mains sont en pronation. Alors, le traitement de cette pronation douloureuse, donc je répète, ce syndrome de pronation douloureuse se voit de 1 à 5 ans. C'est quand on exerce une traction sur la main, le coude en extension, ça va entraîner une subluxation de la tête radiale. Alors, c'est un enfant qui va consulter, et donc il va consulter, il a très mal au niveau du coude. Vous faites une radio, vous ne trouvez rien. Donc, pensez à la pronation douloureuse. Quand la douleur siège au niveau du coude, pensez à la pronation douloureuse. Alors, la réduction, elle consiste à porter l'avant-bras en supination, comme c'est le cas ici. Regardez, on passe la position de pronation vers la supination. Supination, c'est quand la paume regarde vers le ciel, vers le zénith. Donc, on va porter l'avant-bras en supination et on va fléchir le coude. Donc, la réduction, c'est porter l'avant-bras en supination et la flexion du coude. Et vous allez entendre un ressaut qui atteste que la tête radiale a regagné sa place, donc est en face du condyle externe. Donc, c'est le diagnostic à qui il faut penser. Donc, pensez à une pronation douloureuse chez un enfant de 1 à 5 ans et qui a mal au niveau du coude. Pensez à une pronation douloureuse et il faut absolument la réduire. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Le cours est donc on a fini la visioconférence. Est-ce que vous avez des questions? Alors, ce cours, je l'ai donné la fois passée à vos collègues. J'ai donné le PowerPoint sonorisé. Je vais donner à votre délégué le lien pour télécharger le cours. Donc, comme vous le voyez, je ne sais pas si vous voyez sur l'écran,
Donc, alors, toutes les diapos sont commentées. Je vais vous le donner tout à l'heure. Je vais vous envoyer le lien pour le télécharger. D'accord, merci. Est-ce que vous... Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions? On a encore... je présume que vous êtes chez vous, donc vous pouvez poser des questions. Vous n'avez pas de transport en commun à prendre. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, je vous remercie. Et alors, demain, voilà, je demanderai à mademoiselle Boukadoum, je la remercie pour les efforts qu'elle a fait, pour les efforts qu'elle fait pour votre promo, et je lui demanderai de m'envoyer le lien pour le donner au professeur Kara, qui va assurer. Donc, je vais vous confirmer pour la visioconférence de demain. J'espère que vous allez démarrer à temps. Merci beaucoup. Et On l'envoie aujourd'hui, bon, le lien. c'est quand vous voulez. Vous pouvez me l'envoyer soit aujourd'hui, soit demain. D'accord, d'accord. Voilà, merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup, docteur. Merci, docteur. Bonne fin de journée, au revoir.